Très très urgent, très mauvaise nouvelle. Famille, l'heure est grave, je répète. L'heure est très grave en Côte d'Ivoire. Il se pourrait qu'un éléphant, un arbre, un baobab est tombé en Côte d'Ivoire. Ivoirienne, Morol et la Djab. Voilà, parti silencieux. Gbagbo Laurent est décédé. On raconte une fois que Laurent Gbagbo, aperçu très fragile ces derniers temps, est décédé. Est-ce un règlement de compte entre les partisans de Laurent Gbagbo et ceux d'Alassane Ouattara? Voici aujourd'hui la vérité. Installez-vous confortablement. On vous dévoile tout. Voilà, c'est fait. L'information a été lâchée dans la nature. Et maintenant, comme à chaque fois que ce genre de choses se produit en Côte d'Ivoire, les réseaux sociaux s'enflamment, les téléphones surchauffent et tout le monde donne son avis avant même d'avoir vérifié quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, nous allons prendre le temps de poser les choses calmement, de regarder ce qui s'est réellement passé, d'où est venue cette information, qui l'a publiée, pourquoi maintenant, et surtout ce que tout cela révèle sur la manière dont l'information circule et est parfois manipulée dans le paysage politique ivoirien d'aujourd'hui. Parce que ce n'est pas la première fois, et visiblement, ce ne sera pas la dernière. Tout commence, comme souvent dans ces affaires, par une simple image. Un montage vidéo publié par une page du nom de Crimo qui se présente avec l'intitulé pompeux de la magistrature suprême. Sur cette image, on peut voir le visage de Laurent Gbagbo, surmonté d'une mention en caractères gras, dont le sens est sans ambiguïté. Gbagbo vient de nous quitter. 5 mots. 5 mots qui vont suffire à déclencher une onde de choc dans la diaspora ivoirienne, à faire circuler des messages de condoléances sur WhatsApp, à pousser des militants à pleurer, à faire trembler des familles entières qui appellent la Côte d'Ivoire pour avoir confirmation. 5 mots publiés sans source, sans preuve, sans vérification. Juste 5 mots sur un fond sombre accompagné d'une image de l'ancien président ivoirien et ça suffit. Dans le contexte ivoirien, ça suffit largement. Mais voilà ce qui se passe ensuite. Un personnage entre en scène. Un homme connu dans le milieu de la politique ivoirienne en ligne, proche des milieux pro-RHDP, partisan déclaré d'Alassane Ouattara et qui réagit à cette publication avec une virulence qui ne laisse aucune place au doute. Cet homme sort une vidéo. Et dans cette vidéo, il ne mâche pas ses mots. Il dit exactement ce qu'il pense de la page Infodrome, ce journal qu'il accuse d'être à la base de la diffusion de cette fausse information sur la mort de Gbagbo. Et ce qu'il dit mérite qu'on s'y attarde parce que ça va beaucoup plus loin que la simple colère d'un internaute agacé. D'abord, il pose une question qui fâche. Depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, des publications circulent sur les réseaux sociaux portés par des militants du camp Gbagbo, les fameux GOATs, surnom que se donnent certains partisans de l'ancien président qui affirment qu'Alassane Ouattara est mort, que le président de la République de Côte d'Ivoire a rendu l'âme il y a des mois, que ce qu'on voit à la télévision n'est qu'un hologramme, un sosie, une mise en scène. Ces publications ont circulé. Ces vidéos ont été vues par des centaines de milliers de personnes. Ces informations fausses ont pollué l'espace numérique ivoirien pendant des semaines. Et pendant tout ce temps, Infodrome n'a pas sourcillé, pas un article, pas un démenti, pas un mot. Ce silence, cet homme le note et il l'utilise comme preuve de quelque chose qu'il va nommer clairement. Pour lui, Infodrome est un journal pro-Gbagbo, un journal babouès, un journal qui choisit ses combats en fonction de ses allégeances politiques et non en fonction de la vérité. Et donc, dit-il, quand ce même journal sort un article annonçant la mort de Gbagbo avec la rapidité d'un démenti, avec la vitesse de quelqu'un qui a des petits pieds secs, selon ses propres mots, c'est-à-dire quelqu'un qui court très vite quand ça l'arrange, il y a là quelque chose qui ne va pas. Il y a là une incohérence criante, une incohérence qu'il refuse d'accepter. Et puis vient le moment le plus troublant de son discours. Parce qu'il ne s'arrête pas là. Il ne dit pas simplement que la mort de Gbagbo est une fausse information relayée par une mauvaise page.
Non, il va plus loin, beaucoup plus loin. Il dit que Laurent Gbagbo est bel et bien mort, que son corps est à la morgue, qu'Alassane Ouattara est vivant, présent dans le pays et que Gbagbo, lui, n'est plus de ce monde. Il le dit avec une conviction absolue, avec une certitude qui tranche avec le reste du paysage informationnel où personne n'a de preuve de rien. Et là, évidemment, on entre dans quelque chose de beaucoup plus complexe parce que cette déclaration, Laurent Gbagbo est mort, son corps est à la morgue, vous devez l'accepter, n'est pas anodine. Dans le contexte de la politique ivoirienne où chaque parole est pesée, où chaque information devient une arme, où les camps s'observent avec une méfiance absolue depuis des décennies, une telle affirmation ne tombe pas du ciel. Elle vient de quelque part. Elle s'inscrit dans quelque chose. Et on va y revenir. Mais avant ça, il faut comprendre qui est Laurent Gbagbo, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce personnage. Parce que sans cette connaissance, il est impossible de comprendre pourquoi sa mort, vraie ou fausse, provoque autant de réactions, pourquoi ce nom fait trembler des systèmes entiers, pourquoi même l'annonce d'une mort non vérifiée suffit à mettre des milliers de personnes en état de choc. Laurent Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Gagnoa, dans la région du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il est l'un des pères de l'opposition politique ivoirienne, celui qui a passé des années à se battre contre le régime du président Félix Houphouët-Boigny dans les années 1970 et 1980, au point d'être emprisonné, exilé, traqué. Il est le fondateur du Front populaire ivoirien, le FPA. Ce parti qui a incarné pendant des décennies l'espoir d'une alternance, d'une Côte d'Ivoire débarrassée du parti unique, ouverte au pluralisme et à la démocratie. Il accède au pouvoir en 2000 dans des circonstances qui restent controversées. La Côte d'Ivoire traverse alors une crise profonde. L'élection de 2000 est entachée d'irrégularités. Plusieurs candidats majeurs sont exclus, dont Alassane Ouattara lui-même, et Gbagbo arrive à la présidence sur fond de violence. Son règne sera marqué par la guerre civile de 2002 qui divise le pays en deux, le sud sous son contrôle, le nord sous celui des forces nouvelles. Une guerre qui durera des années et qui laissera des cicatrices profondes dans le tissu ivoirien. En 2010, il perd l'élection présidentielle face à Alassane Ouattara, mais il refuse de reconnaître la défaite. Il s'accroche au pouvoir pendant des mois, provoquant une crise post-électorale d'une violence inouïe qui fera entre 3 000 et 5 000 morts selon les estimations. Il est finalement capturé en avril 2011 dans son bunker d'Abidjan par la force d'Ouattara appuyée par l'armée française et les casques bleus de l'ONU. Il est transféré à La Haye devant la Cour pénale internationale accusé de crimes contre l'humanité. Et c'est là que commence l'une des affaires les plus suivies, les plus controversées, les plus politiquement chargées de l'histoire judiciaire africaine récente. Pendant des années, Gbagbo reste derrière les barreaux de La Haye. Ses partisans crient à l'injustice, à la manipulation de la justice internationale, à un procès politique orchestré par ses adversaires et leurs alliés occidentaux. Et puis, en janvier 2019, l'impensable se produit. La CPI la quitte. Les juges estiment que les preuves présentées par le procureur ne sont pas suffisantes pour établir sa responsabilité pénale dans les crimes qui lui sont reprochés. Laurent Gbagbo est libre, mais libre pour aller où? Pas en Côte d'Ivoire, du moins pas tout de suite. Condamné in absentia par la justice ivoirienne à 20 ans de prison pour braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, il ne peut pas rentrer chez lui sans risquer l'arrestation immédiate. Il s'installe en Belgique, à Bruxelles, où il commence une longue vie d'exil attendant une réconciliation, une amnistie, un signe du pouvoir ivoirien. Signe qui finira par venir. En juin 2021, Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, accueilli par des milliers de partisans en liesse à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un retour triomphal qui ébranle les certitudes politiques du moment. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo n'est pas un homme ordinaire. Voilà pourquoi sa vie, sa mort, vraie ou fausse, provoque des séismes. Il est, pour ses partisans, un martyr, un résistant,
Un homme à qui l'on a volé le pouvoir et qui malgré tout s'est battu jusqu'au bout. Pour ses adversaires, il est celui qui a plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos. Celui qui a refusé de lâcher le pouvoir malgré la défaite électorale. Celui dont l'obstination a coûté des milliers de vies. Entre ces deux visions, il n'y a pas de terrain neutre. Il n'y a pas de position médiane. En Côte d'Ivoire, quand on parle de Gbagbo, on choisit son camp. Et c'est précisément dans ce contexte de polarisation absolue que la rumeur de sa mort a été lâchée. Pas par hasard, pas innocemment. Revenons à la page Crimo, à ce montage vidéo, à cette image qui a tout déclenché. Crimo ou la magistrature suprême est ce qu'on appelle dans le jargon numérique ivoirien une page de propagande politique. Ce n'est pas un journal. Ce n'est pas un organe d'information. C'est une plateforme qui produit du contenu émotionnel, souvent incendiaire, destiné à alimenter la base d'un camp politique, à entretenir la haine de l'autre, à faire peur, à choquer, à provoquer des réactions. Ces pages existent dans tous les camps, des deux côtés. Elles font partie du paysage numérique ivoirien depuis des années et leur fonctionnement repose sur un principe simple. Plus c'est choquant, plus ça se partage. Plus ça se partage, plus la page grossit. Plus la page grossit, plus elle a d'influence. C'est la logique des algorithmes. C'est la logique de la désinformation. Et l'annonce de la mort de Gbagbo, c'est du carburant pur pour cette logique. C'est exactement le genre d'information qui fait exploser les compteurs, qui fait partager sans réfléchir, qui fait crier avant de vérifier. C'est pour ça qu'elle a été publiée. Mais il y a quelque chose d'autre dans cette histoire. Quelque chose que cet homme dans sa vidéo a pointé du doigt avec une précision qui mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'il ne s'est pas contenté d'attaquer Crimo. Il a attaqué Infodrome. Et en attaquant Infodrome, il a mis le doigt sur une réalité que beaucoup de gens en Côte d'Ivoire connaissent mais que peu osent dire publiquement. En Côte d'Ivoire, la presse en ligne n'est pas neutre. Elle ne l'a jamais vraiment été. Et certains organes qui se présentent comme des journaux d'information sont en réalité des instruments au service de camps politiques bien définis. La question qu'il pose est donc la suivante. Si Infodrome est un journal sérieux, un journal impartial, un journal qui fait de l'investigation et qui n'a aucune allégeance politique, pourquoi a-t-il passé sous silence les dizaines de publications affirmant la mort d'Alassane Ouattara? Pourquoi pendant des semaines, quand les réseaux sociaux étaient inondés de vidéos proclamant que le président de la République était mort, ce journal n'a-t-il pas cru utile de produire un seul article, un seul démenti, une seule vérification? Et pourquoi, au contraire, dès que c'est le nom de Gbagbo qui est associé à une rumeur de mort, Infodrome réagit-il avec une célérité remarquable? La réponse, selon cet homme, est simple. Infodrome a choisi son camp, et ce n'est pas le camp de la vérité. Évidemment, cette accusation est vigoureusement contestée par ceux qui soutiennent ce journal. Et il faut être honnête, dans le chaos informationnel ivoirien, il est extrêmement difficile d'établir des vérités absolues. Tout le monde accuse tout le monde d'être partial. Tout le monde reproche à l'autre de faire de la propagande. Les pro-Gbagbo accusent les médias proches du pouvoir de mentir. Les pro-Ouattara accusent les médias de l'opposition de manipuler. Et dans ce balai d'accusations croisées, la vérité finit parfois par se perdre complètement. Mais ce qui est intéressant ici, ce n'est pas tant la question de savoir si Infodrome est ou non un journal partial. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique qu'il décrit. C'est le fait que dans le paysage médiatique ivoirien, la rumeur de mort d'un homme politique, qu'il s'agisse de Gbagbo ou d'Ouattara, n'est jamais traité de la même façon par tous les organes. Chacun y voit ce qu'il veut y voir, chacun en tire ce qui l'arrange. Et pendant ce temps, les citoyens ordinaires naviguent à vue, incapables de savoir à qui faire confiance. Il y a un moment dans la vidéo de cet homme qui est particulièrement révélateur. C'est quand il dit que Gbagbo est à la morgue, qu'il est mort, qu'il ne vit plus et qu'il faut que les gens l'acceptent. Cette affirmation dite avec une telle conviction, avec une telle assurance, dans un contexte où personne d'autre n'a confirmé cette information,
pose une question sérieuse. D'où vient cette certitude? Sur quoi repose-t-elle? Est-ce une information qu'il a, une source qu'il a consultée, une vérité qu'il détient? Ou est-ce de la propagande? Est-ce simplement la réponse à la désinformation du camp adverse par une autre désinformation? Parce que c'est aussi ça, la réalité de la guerre de l'information en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement un camp qui ment et un camp qui dit la vérité. Ce sont deux camps qui produisent chacun leur propre réalité, leur propre version des faits et qui les diffusent avec une ardeur égale, dans l'espoir de convaincre le plus grand nombre. Et les victimes de cette guerre, ce sont les Ivoiriens ordinaires. Ce sont les familles qui ont pleuré en croyant à la mort de Gbagbo. Ce sont les gens qui ont paniqué en entendant que Ouattara était mort. Ce sont les personnes qui ne savent plus à qui faire confiance, qui ont peur de lire les informations parce qu'ils ne savent pas si ce qu'ils lisent est vrai ou faux. Mais revenons aux faits, parce que dans cette histoire, il y a des faits qu'on peut vérifier, des éléments qu'on peut croiser. Le premier fait, c'est que la rumeur de la mort de Laurent Gbagbo n'est pas nouvelle. Elle circule de manière récurrente depuis son retour en Côte d'Ivoire en 2021. Chaque fois que Gbagbo disparaît des écrans, chaque fois qu'il n'est pas vu publiquement pendant quelques semaines, les rumeurs repartent de plus belle. Et à chaque fois, les mêmes questions reviennent. Où est-il? Dans quel état est-il vraiment? Est-il malade? Est-il en sécurité? Ces questions ne sont pas sans fondement. Laurent Gbagbo a aujourd'hui plus de 80 ans. Il a passé des années en prison à La Haye. Il a été soumis à des conditions d'incarcération qui, malgré les standards internationaux de la CPI, n'ont rien d'un séjour de convalescence. Il est revenu de Bruxelles avec, selon des sources proches de son entourage, des problèmes de santé dont on ne connaît pas exactement l'étendue. Et depuis son retour à Abidjan, ses apparitions publiques ont été relativement rares, ses sorties très encadrées, ses prises de parole mesurées. Pour ses partisans, cette discrétion est normale. C'est un homme sage qui prend soin de lui, qui ne cherche pas à provoquer, qui gère sa santé et sa sécurité avec prudence. Pour ses adversaires et pour ceux qui alimentent les rumeurs, cette discrétion est suspecte. C'est la preuve que quelque chose ne va pas, que quelque chose est caché. Et c'est dans cet espace d'incertitude que les rumeurs prospèrent. Le deuxième fait, c'est que la page Crimo, alias la magistrature suprême, a un historique. Ce n'est pas la première fois qu'elle publie des informations fausses ou trompeuses sur des personnalités politiques ivoiriennes. Elle fait partie d'un écosystème de pages et de comptes qui se nourrissent mutuellement, qui se partagent du contenu, qui amplifient les rumeurs et qui ont pour objectif déclaré ou non de déstabiliser l'adversaire politique. Dans ce contexte, l'annonce de la mort de Gbagbo n'est pas un accident journalistique. C'est une action délibérée, c'est un acte politique. Mais quel est l'objectif de cet acte? Là, plusieurs hypothèses se présentent. La première hypothèse, c'est celle de la déstabilisation pure et simple. En annonçant la mort de Gbagbo, on cherche à provoquer une réaction de ses partisans. On cherche à voir comment ils vont réagir, à tester leur cohésion, à mesurer leur capacité de mobilisation. Si la rumeur provoque des manifestations, des troubles, une agitation dans les milieux pro-Gbagbo, alors l'objectif est atteint. L'adversaire a été déstabilisé. La deuxième hypothèse, c'est celle de la préparation psychologique. En répandant des rumeurs de mort de manière répétée, on habitue progressivement l'opinion publique à l'idée que Gbagbo pourrait mourir. On prépare les esprits, on normalise l'idée, de sorte que le jour où la mort sera réelle, car tôt ou tard, comme pour tout être humain, ce moment viendra, la réaction sera moins violente, moins explosive. Le choc aura été amorti par des années de fausses alertes. La troisième hypothèse, c'est celle de la vengeance symétrique. Puisque le camp Gbagbo a passé des mois à répandre la rumeur de la mort d'Ouattara, le camp d'en face répond de la même façon. C'est du tac au tac. C'est de la réciprocité dans la désinformation. Et le message implicite est le suivant. Si vous jouez à ça avec notre président, nous allons jouer à ça avec le vôtre. Ces trois hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives. Il est possible qu'elles se combinent, qu'elles se superposent,
qu'elles coexistent dans l'esprit de ceux qui ont publié ce montage. Ce qui est certain, c'est que dans cette affaire, personne n'est innocent. Ni ceux qui ont lancé la rumeur de la mort de Gbagbo, ni ceux qui ont alimenté pendant des mois la rumeur de la mort de Ouattara, ni les médias qui ont choisi leur camp au lieu de choisir la vérité, ni les internautes qui partagent sans vérifier, qui s'indignent sans réfléchir, qui pleurnichent tout triomphant selon les nouvelles du jour, sans jamais se demander d'où viennent ces nouvelles et pourquoi on les leur sert à ce moment précis. Et c'est là où l'histoire devient vraiment instructive. Parce que ce qui s'est passé avec cette rumeur sur la mort de Gbagbo, c'est un révélateur. Un révélateur de l'état de la démocratie ivoirienne, de l'état de son espace public, de l'état de ses médias, de l'état de son débat politique. Dans une démocratie qui fonctionne bien, une rumeur pareille serait traitée en quelques heures par des journalistes professionnels qui iraient vérifier, qui contacteraient l'entourage de Gbagbo, qui demanderaient une réaction officielle, qui publieraient un article sourcé, vérifiable, clair. Et l'affaire serait close. Dans une démocratie qui fonctionne bien, les pages de propagande politique qui publient des informations manifestement fausses seraient poursuivis en justice, leurs gestionnaires identifiés et sanctionnés. Dans une démocratie qui fonctionne bien, les partisans des deux camps ne passeraient pas leur temps à s'accuser mutuellement de mentir, mais demanderaient des comptes à leur propre camp et exigeraient de la transparence. Mais la Côte d'Ivoire en 2024 n'en est pas encore là. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de cette histoire. Cet homme qui est sorti pour dénoncer un faudrome, pour affirmer que Gbagbo est mort. Vous êtes toujours là. Bien. Parce que ce qu'on va vous raconter maintenant, c'est peut-être la partie la plus importante de toute cette histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une rumeur sur la mort de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme en colère qui attaque un journal en ligne. C'est l'histoire de deux hommes qui, depuis plus de 30 ans, incarnent à eux seuls toutes les contradictions, toutes les tensions, toutes les fractures de la Côte d'Ivoire. Deux hommes dont les destins entremêlés ont façonné et déformé ce pays de manière irréversible. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, deux prénoms, deux histoires, deux visions de la Côte d'Ivoire, et entre eux, une guerre froide permanente dont les batailles ne se livrent plus seulement sur les champs de l'élection ou de la rue, mais aussi dans les tranchées numériques des réseaux sociaux, des pages Facebook, des chaînes WhatsApp. Mais pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut retourner à la source. Il faut revenir aux années 1990, à cette décennie charnière où la Côte d'Ivoire a commencé à se transformer, et pas toujours pour le mieux, sous les effets conjugués de la démocratisation forcée, de la crise économique et des manœuvres politiques de ses élites. Quand Félix Houphouët-Boigny meurt en décembre 1993, il laisse derrière lui un pays qui n'a connu qu'un seul dirigeant depuis son indépendance en 1960. 33 ans de règne, 33 ans d'un homme, d'un parti, d'une vision du monde. Et une Côte d'Ivoire qui, malgré ses succès économiques relatifs des décennies précédentes, le fameux miracle ivoirien, est désormais plongée dans une crise profonde. Chute du prix du cacao et du café, dette extérieure écrasante, ajustements structurels douloureux imposés par le FMI et la Banque mondiale, montée des tensions sociales. Dans ce contexte, trois hommes vont se disputer l'héritage d'Houphouët-Boigny. Henri Konan Bédié, son dauphin constitutionnel, qui lui succède automatiquement en tant que président de l'Assemblée nationale. Alassane Dramane Ouattara, l'ancien premier ministre, économiste brillant formé dans les meilleures universités américaines, ancien directeur adjoint du Fonds monétaire international qui incarne une certaine modernité technocratique. Et Laurent Gbagbo, le militant de gauche, l'homme du peuple, celui qui a fondé son opposition sur la dénonciation des injustices sociales et l'attachement à une Côte d'Ivoire souveraine, libérée de la tutelle française. Ces trois hommes vont s'affronter, mais ils ne vont pas s'affronter de manière équitable. Parce que Bédié, pour éliminer Ouattara de la course présidentielle, va inventer quelque chose d'extraordinairement dangereux, quelque chose qui allait empoisonner la vie politique ivoirienne pendant des décennies entières. Il va inventer,
ou du moins populariser et institutionnaliser le concept d'ivoirité. L'ivoirité, ce mot qui peut sembler anodin, est en réalité une bombe à retardement d'une puissance dévastatrice. L'idée, dans sa version la plus basique, est la suivante. Pour être candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire, il faut être de père et de mère ivoiriens. Et Alassane Ouattara, dont la famille est originaire du Burkina Faso, qui s'appelait alors Haute-Volte, ne remplit pas cette condition selon ses adversaires. Que cette interprétation soit juridiquement fondée ou non, là n'est pas la question. La question, c'est l'usage qui en est fait. Parce que l'ivoirité ne s'arrête pas à Ouattara. Elle s'étend progressivement comme un poison dans l'eau à toute la société ivoirienne. Elle commence à distinguer les Ivoiriens de souche, les vrais Ivoiriens, des Ivoiriens dont les origines sont supposément étrangères. Elle commence à dresser des barrières entre communautés, entre ethnies, entre régions. Elle commence à faire de l'appartenance à telle ou telle ethnie, à telle ou telle région du pays, un critère politique de première importance. Et dans cette logique, les populations du Nord, majoritairement musulmanes, perçues comme plus proches du Burkina Faso et du Mali que du reste de la Côte d'Ivoire, deviennent progressivement suspectes. Ce sont elles qu'on associe à Ouattara. Ce sont elles qu'on accuse d'être des étrangers qui votent pour un des leurs. Ce sont elles qui vont subir dans les années suivantes des violences, des discriminations, des persécutions au nom de cette ivoirité qui a pris une ampleur monstrueuse. Gbagbo, de son côté, s'est opposé à l'ivoirité dans un premier temps. Il en a dénoncé le caractère xénophobe, ethniciste, antidémocratique. Mais quand il arrive au pouvoir en 2000, dans un contexte de chaos et de violence, il ne l'abandonne pas non plus. Parce que l'ivoirité, c'est aussi un outil de mobilisation populaire. C'est quelque chose qui parle aux gens, qui leur donne une identité, qui leur désigne un ennemi. Et les politiciens, dans les moments de crise, n'ont pas toujours la force de résister à ce genre d'outils. Le résultat de tout ça, on le connaît. La guerre civile de 2002, la division du pays, des années de ni paix ni guerre, des accords de paix signés et rompus, des milliers de morts et une société ivoirienne profondément fracturée où les blessures n'ont jamais vraiment cicatrisé. Puis vient 2010, l'élection présidentielle que le monde entier attendait avec espoir, l'élection qui devait permettre à la Côte d'Ivoire de tourner la page, de sortir de la crise, de se réunifier. Et c'est là que se produit le drame. Gbagbo perd. Les observateurs internationaux, la Commission électorale indépendante, le Conseil de sécurité des Nations unies, l'Union africaine, la CEDEAO, tout le monde reconnaît la victoire d'Ouattara. Tout le monde sauf Gbagbo lui-même. Et sauf le Conseil constitutionnel ivoirien qu'il contrôle et qui proclame sa propre victoire à lui. Pendant 5 mois, 2 présidents coexistent en Côte d'Ivoire. L'un à l'hôtel du Golfe d'Abidjan, sous la protection des casques bleus, l'autre au palais présidentiel. Et pendant ces 5 mois, le pays sombre dans un bain de sang. Des milices pro-Gbagbo commettent des atrocités dans l'ouest du pays. Des forces nouvelles avancent sur Abidjan. Les 2 camps se massacrent. Et quand ça s'arrête enfin avec la capture de Gbagbo en avril 2011, le bilan est terrifiant. Des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. Un pays à genoux. C'est ce contexte qu'il faut avoir en tête quand on regarde la vidéo de cet homme qui sort pour affirmer que Gbagbo est mort. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui commente l'actualité. C'est quelqu'un qui appartient à un camp qui a vécu cette guerre, qui a eu peur, qui a peut-être perdu des proches, qui a des comptes à régler et dont la colère, même quand elle s'exprime de manière excessive, même quand elle verse dans la désinformation, est le produit de cette histoire-là. Et c'est la même chose pour ceux qui alimentent les rumeurs sur la mort de Ouattara. Ce ne sont pas simplement des internautes farceurs. Ce sont des gens qui, eux aussi, portent les cicatrices de cette histoire, qui ont vu Gbagbo arrêté, humilié, traîné devant la CPI, qui ont vu leur pays se soumettre à ce qu'ils perçoivent comme un diktat international, qui voient dans Ouattara et dans ses soutiens étrangers la cause de tout leur malheur. Voilà pourquoi cette rumeur sur la mort de Gbagbo n'est pas une simple farce d'internautes désœuvrés. Voilà pourquoi elle provoque une telle réaction. Voilà pourquoi elle touche quelque chose de profond, de viscéral dans la conscience collective ivoirienne. Mais il y a encore un élément que nous n'avons pas abordé et qui est pourtant central dans cette histoire. C'est la question de la santé réelle de Laurent Gbagbo.
Parce que derrière toutes ces rumeurs, derrière toute cette guerre de l'information, il y a une réalité biologique que personne ne peut nier. Laurent Gbagbo est un homme âgé.